Au Québec, la bouffe est dégueulasse. C'est le genre de commentaires que je vois passer de manière régulière sur mes réseaux, TikTok, Facebook et YouTube. Des légumes crus comme en cas, des viandes marinées dans des sauces sucrées, un accès à la malbouffe facilité, votre souper à 17h30, vous verrez dans cette vidéo que les différences culinaires entre le Québec et l'Europe sont peut-être plus grandes que vous ne l'imaginiez. Mais ce que vous mangez est-il pour autant dégueulasse? C'est aussi la question à laquelle je vais tenter de répondre dans cette vidéo. Bonjour à tous, dans cette vidéo qui s'inscrit dans le thème des différences culturelles, je vous parle aujourd'hui de la gastronomie québécoise. Je ne m'arrêterai pas seulement aux plats, mais bien aux habitudes alimentaires des gens d'ici et j'irai jusqu'aux règles d'hygiène entourant la manipulation et la cuisson de la nourriture. De tous les sujets de discussion qui concernent le Québec, la nourriture doit occuper la place numéro 1 ou numéro 2 juste avant ou après le climat. Et quand on parle de nourriture au Québec, on lit beaucoup de choses et je suis souvent surpris par les propos qui sont tenus par certains. Au travers de cette vidéo, j'espère donc établir un portrait objectif de la réalité culinaire dans la belle province et loin des commentaires que je lis souvent, habituellement très élaborés et qui se résument en 4 mots, la bouffe est dégueulasse. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Pour rassurer tout le monde, je commencerai par vous dire que si vous souhaitez cuisiner comme dans votre pays d'origine, vous le pouvez. Un cassoulet, une tagine, une blanquette de veau, des raviolis japonais ou de la raclette, tous les ingrédients de base pour cuisiner les plats que vous voulez sont disponibles pour la vaste majorité des pays du monde. Certes, parfois il faut adapter un peu la recette pour certains ingrédients spécifiques qui ne se trouvent pas toujours à l'épicerie du coin, mais pour ceux qui le savent et qui veulent les chercher, vous allez les trouver. Lorsque les besoins sont complexes, il y a certaines enseignes spécialisées, j'ai 2 exemples en tête, Adonis, qui offre une variété incomparable de produits de la région de la Méditerranée, ou encore Kim Fat pour les produits d'Asie. Pour l'instant, je vais aborder la culture culinaire d'ici et je reviendrai à l'accès des produits en fin de vidéo. Alors, la culture culinaire au Québec se démarque du reste du Canada en ce sens que les gens d'ici sont plus à la recherche de produits fins et raffinés, et ce malgré le fait que l'accès à des produits plus américains est très présent. Il y a cette culture des fromages fins, des produits laitiers et des bons vins qu'on ne retrouve pas au même niveau ailleurs au Canada et encore moins aux États-Unis. Maintenant, on ne se le cachera pas, on vit en Amérique du Nord. Les burgers, les côtes levées, les pizzas sont omniprésents et très accessibles. Je dirais d'ailleurs que c'est le choix facile pour les jeunes, alors qu'en vieillissant, les gens sont beaucoup plus sensibles au plaisir gastronomique. Cette recherche de produits d'exception ne se fait pas à chaque repas, je veux le préciser. C'est plus quand les gens vont au restaurant ou reçoivent de la famille, des voisins ou des amis qu'ils vont mettre un effort supplémentaire afin de profiter de produits plus haut de gamme, si je peux dire. Mais je le disais plus tôt, ça n'est pas le quotidien. Premièrement, parce que ça n'est pas tout le monde qui a le temps de cuisiner en semaine. Deuxièmement, parce que manger des produits plus haut de gamme, cela a un coût. Et la troisième raison, c'est que ces fameux produits, il faut les trouver. Donc, on constate une différence marquée entre les repas classiques de la semaine, santé ou non, et le régime alimentaire adopté les vendredis soirs, samedis et dimanches. En semaine, surtout les midis, c'est très variable. Cela va de la salade à la poutine, du wrap santé au poulet frit en passant par les sushis. Bref, ce sont les habitudes de chacun qui vont déterminer ce que vous allez manger. Les gens prévoyants se préparent un lunch qu'ils vont réchauffer à la cafétéria. Les autres vont y aller avec la facilité de manger du restaurant. Pour votre information, les cantines sont extrêmement rares dans les entreprises d'ici, donc ceux qui ne se préparent pas à manger vont forcément aller chercher quelque chose à l'extérieur et évidemment, la tentation vers de la malbouffe est toujours grande. Le soir, on choisit habituellement la facilité là aussi, donc des plats relativement rapides à préparer et ces derniers varient en fonction des saisons. En hiver, on y va plus avec des potages, des gratins et tous ces plats pour nous réchauffer, alors qu'en été, c'est plus des crudités, grillades et salades. Je viens de parler de grillade, il faut savoir que le barbecue est l'outil de cuisson de prédilection pendant la période estivale. Et pour certains passionnés, même en hiver. Quand je parle de facilité pour la semaine, ça ne veut pas dire qu'on mange mal pour autant. La facilité, ce sont des plats qui se cuisinent rapidement comme un gratin de chou-fleur, des moules frites, un braisé de porc, du saumon ou des pâtes par exemple. Lorsque l'on parle des plats préparés et des restaurants, le Québec a plusieurs spécialités locales. Je vais vous en parler dans quelques instants. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que le Québec est un bassin de gastronomie internationale. Vous voulez manger portugais, haïtien, coréen, syrien, indien, tous ces types de cuisines sont répandus sur le territoire grâce à la présence de nombreux immigrants. La diversité est immense et surtout disponible un peu partout dans la province. Mais je vais vous parler maintenant des plats spécifiques au Québec. Ils ne sont pas forcément nombreux et ne constituent pas le régime alimentaire quotidien, mais plutôt un complément parmi les saveurs venues d'Europe, d'Asie, d'Afrique ou encore d'Amérique du Sud. Dois-je présenter la poutine? Je pense que tout le monde a entendu parler de ce mélange de frites, de sauce brune, le tout recouvert de fromage en grains. Pas très santé, vous l'aurez compris, mais très réconfortante.
Le sandwich smoked meat, comprenez viande fumée, est constitué de tranches de poitrine de bœuf fumée entre deux tranches de pain de campagne badigeonné de sauce moutarde. La tourtière est une tarte à la viande traditionnelle au Québec. Ses ingrédients varient d'une région à l'autre, mais on y retrouve souvent du porc, du bœuf ou du gibier haché. Dans la tourtière du Lac-Saint-Jean, vous allez rajouter des pommes de terre. Le pâté chinois, un plat typique du Québec, comme son nom ne l'indique pas. On parle de bœuf haché recouvert de maïs et de purée de pommes de terre. Cela ressemble un peu en termes de structure au hachis parmentier. Le ragoût de boulettes de porc est aussi un classique de la culture culinaire d'ici. On y mélange parfois du bœuf ou encore du veau. On a les guédilles au homard, soit un pain à hot dog dans lequel on ajoute de la chair de homard mélangée avec du céleri, de la ciboulette, du citron et de la mayonnaise. Les faits volards sont des haricots mélangés avec des morceaux de lard qui vont mijoter dans un mélange d'eau et de cassonade ou de sirop d'érable. Et quand vient le temps des sucres, la soupe aux pois fait toujours partie du menu. En termes de dessert, on trouve la tarte au sucre ou encore le pudding chômeur. Et puisqu'on est dans les desserts, je veux élargir un peu le territoire pour vous présenter un dessert canadien, la queue de castor. Une pâte à beignets frite et recouverte des ingrédients de votre choix. Cannelle, citron, érable, chocolat. Un classique qui nécessitera 5 ou 6 heures de marche minimum pour être éliminé de votre organisme. Alors pourquoi voit-on ces commentaires qui disent que la bouffe au Québec est absolument immonde ou la bouffe au Québec est dégueulasse? Je vais continuer de creuser la question avec vous. Tout d'abord, on va se dire une vérité. Ces commentaires proviennent majoritairement d'Européens et tout particulièrement des Français. Ils sont absolument sans pitié et intraitables dès que l'on parle de nourriture et de gastronomie ici au Québec. Pourtant, je me promène régulièrement entre l'Amérique du Nord et l'Europe et je vois beaucoup d'hypocrisie dans ce genre d'affirmation. Je vous explique pourquoi. Dès le départ, il faut comprendre qu'il y a des différences de culture culinaire majeures entre l'Europe et l'Amérique, notamment une qui dérange beaucoup d'Européens, le mélange sucré-salé. Si en Europe, le salé est associé au plat principal et le sucré au dessert, il n'y a pas cette barrière ici. Il en résulte des mélanges de saveurs qui peuvent déplaire à certains. Par exemple, au Québec, on va manger du poulet à la sauce moutarde et miel, de la dinde au canneberge ou encore du saumon badigeonné de moutarde et de sirop d'érable. Je vous en parlais un peu plus tôt, les fèves volards sont cuites dans de l'eau mélangée à de l'érable ou de la cassonade. Les vinaigrettes sont souvent faites à base de miel, d'érable ou de vinaigre balsamique, d'où encore une fois cette saveur sucrée. Pour comparer avec la France, on va cuisiner du porc avec des pommes ou des abricots ou encore une dinde avec des marrons, mais le sucré est toujours subtil et ne prend jamais trop de place dans la recette. Les vinaigrettes en Europe tirent généralement plus vers le salé, vinaigre, avec un mélange vinaigre de vin, ail et échalote par exemple. Ici, la présence sucrée est donc beaucoup moins subtile et le mélange dérange plusieurs Européens. On me l'a souvent fait remarquer. Un autre exemple pour ce mélange sucré-salé, le brunch. Un repas typique d'ici certains week-ends, c'est un mélange entre le petit déjeuner et le déjeuner. Dans la même assiette, vous avez des fruits, melons, fraises, raisins, accompagnant du bacon, des œufs, des crêpes ou du pain perdu, des croûtons, du jambon, des pommes de terre, et vous recouvrez le tout de sirop d'érable et mettez même une petite touche de ketchup pour certains sur les pommes de terre. Lors des repas de cabane à sucre, c'est la même opération, on aime ou on déteste. Est-ce que c'est dégueulasse pour autant? Non, ce ne sont simplement pas les mêmes habitudes alimentaires et il faut bien le comprendre. Les habitudes sont différentes jusque dans la manipulation de la viande. La salubrité des aliments est un sujet qui est pris très au sérieux en Amérique du Nord et pour cette raison, vous trouvez des avertissements sur la température de cuisson de tous les aliments contenant de la viande ou du poisson, mais aussi des rappels de manipulation, de lavage de vos ustensiles et de vos surfaces. Bref, on ne plaisante pas avec les risques d'intoxication alimentaire. Et par exemple, un steak haché saignant, ça n'est absolument pas dans les habitudes culinaires. De la même manière, réutiliser une assiette dans laquelle a été déposé du poulet cru pour y déposer le poulet une fois cuit, et je parle d'expérience dans un restaurant français, c'est inimaginable ici. Attention, cela ne veut pas dire qu'on ne vous servira pas un tartare de bœuf ou de saumon. Simplement, les gens prennent généralement beaucoup de précautions. L'effet pervers, c'est que les gens sont probablement moins tolérants à ces fameuses contaminations bactériennes et qu'ils pourraient tomber malades plus facilement si ça arrivait. Ma conjointe québécoise qui a vécu à l'île de la Réunion pendant plusieurs années était malade sur une base très régulière. Pour ma part, en presque 20 ans ici au Québec, je n'ai jamais été malade après un repas. C'était donc ma parenthèse sur la salubrité alimentaire et je retourne sur le sujet principal, les différences culinaires. J'aimerais ajouter une précision pour ceux qui se posent la question en termes de goût, qu'on parle d'œufs, de poulet, de bœuf ou de poisson, c'est sensiblement identique à ce que vous retrouverez en Europe.
Pour les autres habitudes alimentaires, je vous parlerai des crudités. Les adultes comme les enfants mangent énormément de légumes crus, concombres, carottes, tomates, céleri, chou-fleur et brocolis pour ne citer que cela. Ces légumes entièrement crus font partie des plateaux apéritifs, je dirais, auxquels on ajoute un pot de trempette, donc une sauce à base de yogourt ou de mayonnaise, pour donner une saveur supplémentaire pour compléter le goût du légume cru. Si vous choisissez une salade de brocoli ou de chou-fleur dans un restaurant, vous aurez là aussi des aliments entièrement crus. Quand les enfants ont faim, vers 10 heures, on leur propose soit un fruit, soit des légumes, et ils choisissent l'un ou l'autre indifféremment. Les petits fromages aussi, tels que Babybel ou Ficello, sont des options pour l'heure de la collation. Et c'est là que je vois une importante différence avec la France notamment. Il est très rare qu'on propose des biscuits ou gâteaux, comme ils sont appelés en France, que ce soit pour la collation du matin ou pour le goûter. Goûter qui d'ailleurs n'existe pas vraiment ici. Je vois régulièrement mes neveux et nièces français ou leurs amis avec des Kinder Delice, des cookies, des savanes de brossard. Ici, honnêtement, ça n'est pas la même dynamique pour les plus jeunes. Ce genre de biscuits qu'on peut donner aux enfants existe, évidemment, même s'il y en a 10 fois moins, je dirais, en termes de choix. Mais honnêtement, sauf exception, on y va quand même avec un régime beaucoup plus santé de ce côté-là, surtout pour les plus jeunes. Je vous parlais du goûter juste avant et ça m'amène à une nouvelle parenthèse, les heures de repas. Elles sont différentes car l'horaire de la journée est différent. Les gens commencent à travailler beaucoup plus tôt, mais finissent aussi beaucoup plus tôt évidemment. Donc le midi, les gens mangent généralement entre 11h30 et midi. Le soir, avec ou sans enfants, il n'est pas rare de voir le souper débuter à 17h30. Donc le goûter n'est pas une nécessité puisqu'il n'y a pas à attendre si longtemps entre le repas du midi et le repas du soir. D'ailleurs, pour votre information, l'heure de pointe dans les restaurants est autour de 18h. Après 19h30, vous êtes déjà en dehors des heures d'affluence. On revient dans nos différences culinaires et j'étais dans les crudités un peu plus tôt. Si dans les plats principaux, les légumes sont généralement cuits, ils ne sont jamais surcuits. On les retire toujours un peu avant pour leur laisser un certain côté croquant. Ça en dérange certains, la réflexion là aussi m'a déjà été faite. Si on parle de pain, on sait qu'en France, on trouve une boulangerie à presque tous les coins de rue. Ici, il y en a beaucoup moins sur le territoire. Quand ils ne vont pas à la boulangerie, les gens mangent majoritairement du pain tranché, que les Européens appellent le pain de mie, et ce pour des raisons pratiques. Le matin, on s'en fait des toasts, le midi, on s'en fait des sandwichs, et surtout, gros avantage, c'est qu'on le congèle pour pouvoir en avoir chaque jour sans avoir à courir à la boulangerie. Je parle de boulangerie, certains immigrants vont dire « les baguettes au Québec sont dégueulasses », et encore une fois, je ne suis pas d'accord. Il y a plein de super boulangeries qui font un pain absolument délicieux, il faut simplement bien les choisir. Et moi, je vois cette nouvelle réalité en France, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, la majorité des boulangeries ne font que mettre au four du pain industriel prêt à cuire. N'oublions pas non plus que le meilleur pain est fabriqué aujourd'hui en Asie, la France ayant été détrônée depuis de nombreuses années déjà. Quand on parle de pâtisserie, là, on augmente la difficulté de trouver quelque chose qui se rapproche de l'Europe. C'est trouvable, il y en a plusieurs et je suis chanceux parce que dans mon coin, j'ai une boulangerie-pâtisserie très réputée qui offre des saveurs identiques à ce que je connais de l'Europe. Mais ces enseignes sont rares pour plusieurs raisons. Soit elles produisent des pâtisseries de style nord-américaine, et là on parle souvent de génoise avec un glaçage, soit elles travaillent avec des ingrédients différents des recettes originales, parce que certains ingrédients coûtent plus cher et sont plus difficiles à trouver, soit tout simplement les gens n'ont pas l'expérience nécessaire pour faire des pâtisseries de style européen. Vous l'aurez compris, les habitudes alimentaires sont différentes, les goûts et les saveurs sont différents eux aussi. Certains produits sont plus difficiles à trouver, mais je ne vois toujours pas en quoi ça rend la nourriture dégueulasse. Alors, ces gens qui commandent font-ils référence à la malbouffe? Car oui, de ce côté-là, vous avez l'embarras du choix. Les enseignes de burgers ou autres fast-food, il y en a des dizaines dans la province. Donc, si on veut mal manger, on peut mal manger. Un petit rappel cependant, la France, le pays de la gastronomie, et quand même le pays d'Europe où il y a plus de McDonald's. Et je parle de McDo, je n'ai pas compté les Quick, Burger King, KFC. Bref, vous voyez où je veux en venir quand je parlais un peu d'hypocrisie en début de vidéo. Et si un sandwich, jambon beurre ou un panini ou encore un grec ne se compare peut-être pas à un McDo, je me permets quand même de signaler que c'est loin d'être de la nourriture santé pour autant. Et je connais des gens pour lesquels c'est leur régime presque quotidien. Veut-on parler d'OGM? Car oui, les OGM sont autorisés sur certaines productions de nourriture destinées aux animaux ici. Mais saviez-vous que c'est la même chose en Europe? Les lois européennes demandent un affichage pour les aliments contenant plus que 0,9% d'OGM. Donc, dès que c'est inférieur à ce seuil, vous ne savez même pas si votre nourriture en contient. Et elle en contient selon diverses études menées en Europe dans les dernières années. Dans cette même Europe, il n'y a aucun étiquetage obligatoire pour les aliments issus d'animaux d'élevage, comme le lait, la viande ou les fromages, et qui sont nourris avec des plantes transgéniques. Donc, hypocrisie, peut-être pas, mais il y a des gens qui se ferment volontairement les yeux sur certaines réalités.
Donc les produits transformés au Québec comme en Europe peuvent contenir des OGM. Sachez cependant qu'au Québec, aucun fruit ou légume que vous trouverez en épicerie n'en contient. Alors j'en reviens toujours à cette nourriture dégueulasse. Peut-être que les gens font allusion aux aliments avant leur transformation. Et dans ce cas, ils ont une responsabilité dans le choix des produits qui s'offrent à eux. Le premier choix se fait lors de la sélection de son épicerie. Il y a en effet de nombreuses enseignes qui n'offrent ni la même qualité d'aliments, ni le même choix, ni les mêmes prix. Les gens choisissent souvent l'enseigne la plus proche, ce qui n'est pas forcément la meilleure option, en particulier à Montréal. Deuxième raison, c'est qu'à moins de vivre avec des Québécois, apprendre à connaître la gamme de produits disponibles et les producteurs locaux est un processus très long. Il est rare que les gens partagent sur les groupes de discussion l'adresse de leurs producteurs préférés, donc à moins de côtoyer des gens qui ont cette habitude, cela va vous prendre des années pour explorer les options qui s'offrent à vous, découvrir les richesses et les produits parfois totalement inconnus ailleurs, comme par exemple, je sais pas, les bleuets, l'ail des bois, mais aussi les produits transformés comme les cretons ou le pudding. Bien souvent, les immigrants ne savent pas ce que c'est et prennent du temps pour découvrir ces produits, qu'ils les aiment ou qu'ils ne les aiment pas. Par ailleurs, pour découvrir plus de produits locaux et de qualité, il faut régulièrement s'éloigner de ces enseignes et faire affaire directement avec les producteurs ou avec les distributeurs de ces producteurs. Je l'admets volontiers, c'est bien plus complexe que de trouver tout au même endroit, comme dans un Leclerc ou un Auchan par exemple. En contrepartie, vous allez directement en contact avec les gens qui produisent et ça, c'est vraiment intéressant. Et je pense à l'autocueillette de pommes, de citrouilles, de fraises ou encore d'autres produits. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur quelques producteurs locaux que j'avais rencontrés au marché de Mont-Saint-Hilaire. Si vous ne l'aviez pas vu, je vous invite à aller jeter un coup d'œil dans le lien qui s'affiche. J'ai cité 2 magasins à grande surface française il y a quelques instants. Ça m'amène au point numéro 3. Les gens comparent ce qui n'est pas comparable. Certains fruits et légumes n'ont tout simplement pas les bonnes conditions pour pousser au nord et les pays producteurs sont alors trop éloignés pour que le fruit ou le légume qui arrive en rayon soit de qualité. C'est pour cette raison que je vous donne ici un exemple simple. Vous ne trouverez jamais de pêches mûres et juteuses comme vous les connaissez en France ou en Espagne. Ici, elles seront plus sèches et plus croquantes car comme d'autres fruits et légumes, ils sont cueillis avant leur maturité afin de se rendre à destination sans avoir pourri pendant les 4000 km qui les séparent du Québec quand ça provient du Mexique, par exemple, ou encore les 7000 km quand les produits arrivent du Pérou. À titre de comparaison, je vous défie de trouver en Europe sur les tablettes de supermarchés des fruits de la passion tels que vous en dégusteriez au Vietnam ou en Martinique. C'est la même problématique. Ce que vous trouvez dans les étalages en Europe, ce sont des produits qui ont parcouru 800 km quand ça provient de l'Espagne ou 1500 au pire quand ça vient de l'Algérie, de la Tunisie ou du Maroc. Le choix ici est donc logiquement plus limité et c'est sans surprise que les aliments qui viennent de loin sont moins goûteux. Est-ce que ça les rend dégueulasses pour autant? Je n'irai pas jusque-là, mais il est évident que j'éviterai de choisir un fruit qui provient de l'autre bout de la planète, quoique certains, comme les clémentines d'Afrique du Sud, supportent très bien le voyage. Mais en général, on essaie toujours de privilégier les fruits et les légumes plus locaux, qui n'ont pas à subir cette longue distance de transport et donc qui n'ont pas de goût dénaturé. On a des produits qui poussent très bien au Québec, qui sont absolument délicieux. Vous avez les bleuets, les fraises, les framboises, les pommes, les raisins, les camerises, les cerises de terre et les tomates pour ne citer que ceux-là. Pour les légumes, vous avez tout ce qui est carottes, betteraves, radis, panais, poivrons, légumes à feuilles tels que la roquette à laitue, les bêtes à cardes, les épinards et j'en passe. Bref, le local, c'est évidemment bien meilleur quand c'est la saison, sauf que la réalité d'ici, c'est que la saison ne s'étire pas forcément dans le temps. Il y a quand même des productions de serre qui sont faites en hiver. J'espère donc avoir répondu aux quelques questionnements que vous pourriez avoir sur les spécificités du Québec concernant la nourriture. Si vous voulez en savoir plus sur les différences en termes de coût des aliments comparés à l'Europe, cliquez sur la vidéo qui s'affiche. J'ai effectué la comparaison des prix de nombreux produits lors de mon dernier voyage en France. À bientôt!